Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Notre sujet du jour, la diversité dans la littérature jeunesse. En 2017, seulement 1% des livres pour enfants publiés au Royaume-Uni avaient un personnage principal noir, asiatique ou issu des minorités ethniques. J'en parle avec Rachel Deroy-Ringuette, spécialisée en littérature jeunesse, et Félicia Mihaly, fondatrice des éditions Hashtag. Bonjour Rachel Deroy-Ringuette. Bonjour. Bonjour Félicia Mihaly. Bonjour. Alors bienvenue à toutes les deux à Vivement les femmes. Donc, je débute avec Rachel Deroy-Ringuette. Vous êtes professeure en didactique de la lecture et de l'écriture, spécialisée en littérature jeunesse. En 2019, il y a eu un genre de manifeste en faveur d'une plus grande diversité dans les livres jeunesse. Alors, ma question est aussi simple, hein. Pourquoi cela ne va pas de soi de retrouver de la diversité dans les livres jeunesse? Il a fallu ce manifeste. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on se questionnait sur la diversité dans les livres jeunesse? En fait, dans les années 90, Suzanne Pouliot avait fait une recherche où est-ce qu'elle voyait que les personnages des différentes communautés culturelles n'occupaient pas l'avant-plan dans les œuvres jeunesse. Mm-hmm. Avec ma collègue Danielle Courchaine, presque 30 ans plus tard, on a refait le même exercice. Et encore une fois, il y avait des personnages représentants de la diversité culturelle, mais ils n'étaient toujours pas à l'avant-plan. Mm-hmm. Ça, c'était il y a 5-6 ans. Et puis, j'ai fait mes devoirs la semaine passée. J'ai fait une mini-recherche. Là. Mm-hmm. C'est comme une préparation pour une recherche là, que je vais mener un peu plus sérieusement là, pour le prochain congrès de l'ACFAS. Mm-hmm. Et en regardant les premières de couverture et les résumés critiques dans la revue L'Urelu, qui est une revue spécialisée en littérature jeunesse, où est-ce qu'on critique des œuvres, ben j'ai l'impression que ce manifeste-là, ou cette... je ne sais pas si on peut dire... Début de conscientisation. Oui, c'est ça, a eu ses effets. Parce que quand on regarde les premières de couverture, puis on regarde les résumés, tiens, il y a un peu plus de personnages qui représentent la diversité culturelle, qui semblent porter l'action. Parce que généralement, quand un personnage principal est sur la première de couverture, peut-être qu'on pourra en parler quand on parlera d'édition, mais souvent, c'est ce personnage-là qui est le personnage principal puis qui porte l'action. Oui. Alors déjà, en 5 ans, on voit que peut-être que nos personnages de différentes communautés culturelles prennent plus de place. Maintenant, il y a ça. L'autre chose, c'est qui sont les auteurs. Oui. Parce que c'est sûr que, disons, des personnes qui arrivent dans les années 80-90, peut-être que leur premier réflexe là, qui arrive de différents pays, leur premier réflexe, c'est peut-être pas d'écrire un livre jeunesse, n'est-ce pas? Bien sûr. On est d'accord. Mais leurs enfants habitent au Québec, vont dans des écoles en français, en francisation, et puis là, découvrent des auteurs, puis là, peut-être qu'ils veulent prendre la plume ou prendre le clavier pour se raconter eux, raconter leur famille, raconter d'où ils viennent, raconter leur quotidien. Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer dans la petite recherche là, que j'ai fait là, rapidement pour venir ici. Il y a une autrice qui s'appelle Diana Bellis, qui est une Haïtienne. Mais mine de rien, l'année passée, elle a écrit 2 ou 3 livres. Okay. Alors, peut-être que les auteurs haïtiens ou maghrébins ou peu importe, étaient pas présents avant. Donc, c'est ça aussi. Fait qu'il y a comme plein de choses. Là. Il y a, cette espèce de politique-là. Oui. Il y a la littérature qui suit les mouvements de société. Exactement. Puis quand on regarde les statistiques, moi, j'étais super contente là, de voir qu'il y avait plus de personnages qui représentaient la diversité culturelle. Idem pour la représentation des Autochtones. Moi, quand j'ai écrit un article avec ma collègue Danielle Courchaine, il y a environ 5-6 ans, très peu de littérature autochtone. Depuis Vérité, Réconciliation, il y a une grande prise de parole. On le ressent dans les publications. Fait que c'est tout ça, là, c'est comme...
c'est comme contextuel. Aussi, oui, oui. Fait que, ben, tant mieux si cette politique-là a pu faire parler les gens, faire prendre conscience de ça, et puis que ça se reflète là, déjà après 5 ans. C'est fascinant. Moi, je suis super contente. Ben oui. Puis c'est important ce que vous avez dit aussi, là, cette diversité qu'on retrouve aussi chez les auteurs, parce que eux, ils veulent aussi raconter leurs histoires, leurs expériences pour que les jeunes, parce que pour vous, c'est important quand même d'exposer les enfants dans la diversité, dans les livres jeunesse, pour que d'autres enfants se reconnaissent. Exact. En fait, moi, j'enseigne aux futurs enseignants du primaire, puis moi, j'essaie de leur faire prendre conscience que chacun doit et peut se voir, OK, dans un texte miroir. Oui. Mais ça, c'est une typologie de Botelho et Rodman, là, une chercheure bien avant moi, qui dit, OK, oui, les textes miroirs pour se reconnaître, mais pourquoi pas aussi les textes fenêtres pour reconnaître l'autre. Hein, quand moi, je lis un livre qui décrit une réalité qui n'est pas la mienne, ben, je suis en train d'observer quelqu'un d'autre. Et il y a aussi les textes portes qui amènent à l'action, à la justice sociale. Alors, de présenter cette variété-là, alors si on présente des personnages qui sont tous différents, ben forcément, le texte miroir de l'un n'est pas le texte fenêtre de l'autre, ou etc. Là, vous comprenez un peu? C'est intéressant, c'est vraiment important que chacun puisse, oui, se reconnaître, mais également découvrir l'autre et peut-être peut-être entrer en action sur des questions de justice sociale ou peu importe. Oui, là. Tout à fait. Merci. Alors, Rachel. Donc, Félicia Melili, vous êtes écrivaine et fondatrice de la maison d'édition Hashtag. Vous êtes immigrante. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à fonder cette maison d'édition? Mais le thème, vraiment, c'est dans l'air du temps parce que, comme autrice, j'ai travaillé avec XYZ, qui est une maison d'édition spécialisée en littérature, en fait, pas spécialisée, mais qui fait spécialement la promotion de la littérature québécoise. Et André Vanas, à l'époque où j'ai publié mon premier livre, Le Pays du fromage, en 2002, c'était un des rares éditeurs qui faisait de la place à la littérature migrante, ce qui est devenu après, qu'on appelle par la suite migrante, et qui veut dire littérature écrite par des gens qui viennent d'ailleurs, qui renoncent à leur langue de création initiale ou même leur langue maternelle pour embrasser le français ou l'anglais comme langue de création. C'était ce qui était mon cas. En Roumanie, j'avais déjà publié 3 livres. Ici, j'ai commencé par traduire mon premier roman, Le Pays du fromage, et qui a été publié par XYZ. Mais je veux dire, à l'époque, il y a 22 ans, c'était une question locale. Chaque maison d'édition avait son auteur migrant, si vous voulez, mais c'était pas, c'était comme un rare avis. Il n'y avait pas une maison d'édition qui a une politique vraiment de publier, mais de faire la promotion aussi. Publier un auteur migrant, c'est jamais assez. Il faut vraiment faire sa promotion parce que l'accent, on est des minorités linguistiques, minorités audibles, donc on est moins visible dans les médias radio ou télévision. Donc, mais petit à petit, je pense que ça a changé. Les maisons d'édition ont commencé à faire une politique plus officielle ou plus de volonté d'aller dans la cour de l'autre et voir aussi comment les autres regardent le Québec d'aujourd'hui. C'est sûr, dans toutes les littératures, dans toutes les cultures, je pense que la culture ne tient pas le pas vraiment avec les changements sociaux. La société au Québec, au Canada, est beaucoup plus diversifiée, plus divers qu'on voit en littérature. Cinéma, livres, musique. Mais je pense qu'on vit quand même dans un endroit où, de manière consciente, on essaie de faire place à des voix d'ailleurs, qui est très bénéfique, parce que ça se fait pas de soi. C'est pas évident de publier une telle littérature. Le public, peut-être, c'est assez ciblé, le public qui lit de tels livres. C'est pas... on n'a pas un grand public comme pour les autres livres, hein. Et la raison, ce qui m'a poussée de fonder Hashtag, c'est justement de mettre sur le même parapluie beaucoup plus de diversité que
les autres maisons d'édition qui le font aussi, mais c'est pas une politique, c'est pas une mission aussi poussée un peu, si vous voulez, vers l'extrême. Mais par diversité, je veux pas dire juste une seule diversité, minorité visible ou audible, où on cherche les bons livres qui viennent de toutes les communautés, que ce soit l'Europe, les traductions aussi. On a une politique de traduction qui concerne aussi les livres qui viennent des autres communautés. Je poursuis ma discussion avec Rachel de Roy-Ringuette, spécialisée en littérature jeunesse, et Félicia Mihaly, autrice et fondatrice des éditions Hashtag. Rachel, quel rôle ont les filles de nos jours dans les livres de jeunesse? De mon époque, on était avec les Martine à la plage, etc., les comtesses de Ségur, donc alors ça donne un peu mon âge, mais c'était des rôles stéréotypés. Maintenant, quels sont les rôles qu'elles obtiennent dans les livres? Encore une fois, là, j'ai fait mes petits devoirs, mais j'ai eu juste eu le temps de regarder les proportions. J'ai pas eu le temps de me rendre dans la représentation. Tout à fait. Je peux vous dire qu'actuellement, dans la production au Québec, là, c'est assez 50-50. Ou à peu près. Donc, on a 40% de personnages féminins, 36% de personnages masculins, 14% des groupes équitables, puis 10% que c'est des galeries de personnages qui portent l'action. Fait que, on se dit, sur les représentations, ça va bien. Mais après ça, quand on creuse, je peux pas vous dire comme je le dis actuellement, mais quand j'avais fait l'exercice avec ma collègue Danielle Courchaine il y a quelques années, on se rendait compte que on s'éloignait du stéréotype, mais il y avait encore des traces. Donc, on pouvait avoir des filles qui combattaient des dragons, disons, mais il y avait encore, de la place pour des petites filles qui étaient à la maison, qui étaient plus dans des réflexions intérieures, des choses un peu comme ça. Puis les garçons qui étaient plus dans l'action, puis qui étaient plus aventuriers. Mais ça n'a pas rapport avec le portrait qu'on peut se faire quand on fait de l'échantillonnage sur des grands laps de temps. Par exemple, quand Daniel et moi, on avait fait cet article-là, il y a quelques années, on était partis d'une vidéo qui avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Puis c'était une petite fille qui était devant une bibliothèque, puis qui disait « J'aimerais avoir un personnage féminin ». Puis là, elle enlevait tous les livres que c'était des garçons, puis tout ça. Puis elle enlevait tous les livres de princesses parce que justement stéréotypés. Puis là, ça finissait qu'il y avait seulement quelques livres. Puis là, sur la vidéo, on mettait des faits saillants d'études antérieures. Sauf que c'était des études qui avaient des échantillons de 5000 titres sur 100 ans. Alors, c'est sûr que quand on prend un recul historique, ben oui, il y en a encore des représentations stéréotypées parce que Martine à la plage, ça se vend toujours. OK? Donc, c'est toujours sur le marché. Mais je dirais que dans la production actuelle, dans ce que les créateurs font présentement, il y a des choses qui viennent contrebalancer ces stéréotypes-là. Mais évidemment, il y en a qui perdurent. En même temps, moi, je suis de ceux qui pensent que pour contrer un stéréotype, il faut en être conscient. Donc, il faut le voir, le critiquer, puis après ça, on va être capable de se dire est-ce que c'est stéréotypé ou pas? Stéréotype sexuel ou stéréotype culturel, dans les deux cas. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est important de les regarder, mais avec un regard critique. Puis même dès le primaire avec les enfants, on peut le faire ça, de porter un jugement critique sur les personnages que l'on voit là, dans la littérature. Puis selon vous, c'est important que les enfants commencent très tôt la lecture et puis qu'ils puissent voir aussi cette diversité-là? Bien sûr. Bien sûr. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que dans les livres pour les petits, souvent, les stéréotypes sont plus présents. Présents, c'est ça. La princesse. Exact. Là, quand on vieillit, ça prend moins de place. Il peut y en avoir encore, là, évidemment, mais petit, c'est plus présent. Mais il y a une bibliothécaire française, là, émérite, qui disait
Puis je vais vous lire la citation parce que je la trouve bonne. C'est Geneviève Pratt. Non, Geneviève Pratt, qui disait « Les lectures des enfants, leur qualité, leur évolution dépendent essentiellement des livres qu'ils vont trouver sans avoir à les chercher dans leur entourage immédiat. Donc, elles dépendent de ce qui leur tombe sous la main. Elles sont largement conditionnées par ce que, de façon plus ou moins raisonnée, nous décidons d'acquérir pour eux. Ces livres correspondent à l'idée que nous nous faisons à la fois du livre, de la lecture et de l'enfant. » Donc, c'est pour ça que je pense que la responsabilité, là, je vais le dire comme ça, repose sur l'adulte médiateur, qu'il soit enseignant, qu'il soit bibliothécaire, qu'il soit parent. Fait que, tu sais, l'enfant, lui, il va aller vers ce qu'on lui offre. Alors, plus, je vais parler pour ma paroisse, comme on dit, plus mes futurs enseignants sont au fait de ça, plus ils vont pouvoir proposer aux élèves des livres diversifiés. Donc, c'est ça, là. Tu sais, il faut que l'adulte soit conscient aussi de ça. Il faut permettre une belle évolution, ouverture de l'enfant dès le bas âge. Félicia, vous êtes la fondatrice des éditions Hashtag. Si on porte un regard beaucoup plus large, incluant la littérature jeunesse, mais aussi adulte, est-ce qu'au Québec, selon vous, il y a eu un changement dans la représentation de la diversité dans les livres? Ça commence petit à petit. Parce qu'on comprend que le public qu'on vise par nos livres, comme éditrice, je suis de plus en plus consciente du fait qu'on choisit nos livres, mais on choisit aussi notre public, à qui on adresse ces livres, pourquoi on publie, parce qu'on publie tellement de livres, mais qui va les lire? Et dès que tu comprends qui est ton lectorat, tu commences à être plus conscient de ce que tu fais et des choix d'auteurs et de sujets. Et alors, si on regarde, prenez le métro de Berry-UQAM jusqu'à Côte-Vertu, par exemple. Les gens qui voyagent dans le métro sont vos lecteurs. C'est eux qu'il faut les conquérir et les amener vers la littérature. Donc, quelle était la question? Je m'excuse. Oui, c'est ça. Non, tout à fait. Au Québec, justement, on prend cet exemple-là, la diversité dans les livres. Oui. Ça fait, on commence à voir la différence. Oui, je pense qu'on est comme société, on est de plus en plus conscient le fait que la culture a été souvent en vase clos. Il y a une certaine catégorie d'auteurs, une certaine catégorie de sujets, une certaine catégorie de public. Ça a changé beaucoup. Et il y a une politique consciente de la part du gouvernement, par exemple, accorder des subventions aux maisons d'édition qui sont quand même sensibles à ce type de publications, qui font la place à la diversité. Mais en même temps, c'est dans l'esprit du temps. Il y a le changement, la mondialisation, la circulation des gens. Il y a des gens qui arrivent ici, pas seulement pour faire de l'argent, travailler. Il y a des gens qui, comme moi, j'étais écrivaine, j'étais journaliste dans mon pays. Il n'y a rien qui me manquait, mais j'ai voulu faire plus et j'ai fait le bon choix avec le Canada et le Québec. Donc, il y a des gens qui viennent volontairement avec le désir de publier et de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la leur. Donc, c'est dans l'esprit du temps, le changement. Et c'est de plus en plus évident. En vous écoutant toutes les deux, on peut résumer ça de façon telle à mentionner aussi que la culture, finalement, les changements de société, la culture est toujours un pas en arrière, comme vous l'avez dit, Félicia, des changements de société. Et ça, on le voit dans la littérature, mais on peut le voir aussi dans d'autres types, les médias, etc. Alors, on est, comment je veux dire, ce sont des constats réels. Oui, mais comme femme donc j'ai vécu 23 ans, je vois les changements. Moi, j'ai vécu ce changement. Le Québec d'il y a 20 ans, c'est plus le Québec d'aujourd'hui, ou l'inverse, si vous voulez. Donc, il y a des changements qui sont visibles. Les gens, même par exemple, les reportages TV, les gens qui parlent dans la rue, un reporter qui pose des questions aux gens dans la rue. Depuis quelques années, on entend aussi des minorités audibles qui répondent à des questions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec quelque chose? Ce qui n'était pas le cas avant. Le genre de présentateur qu'on voit à la télé, le changement est visible. Ça va à petits pas, mais c'est visible le changement. Mais je trouve quand même qu'en tout cas, dans la littérature jeunesse,
Oui, il y a un retard peut-être, mais il y a quand même un reflet aussi, là. Tu sais, c'est quand je regarde, là encore, je reviens avec mes statistiques, là, parce que je les ai faites, puis je les ai sous les yeux. Mais au Québec, il y aurait 16% de la population qui serait de minorité visible. Là, c'est Statistique Canada, il n'y avait pas la minorité audible, là, que j'adore, le concept que je viens d'apprendre. Donc, 16% de la population qui est minorité visible. Puis quand je regarde dans les livres que j'ai regardés, là, ben on a 5% des personnages qui sont noirs, 5% autochtones, 11% qui sont des duos ou des trios multiculturels, 6% qui sont des galeries de personnages multiculturels, 2% asiatiques, 1% arabes, 1% métissés, là, pour ce que ça voulait dire dans le... Tu sais, comme je vous dis, je peux pas aller très loin, mais bon, en tout cas, ça donne de la surface, mais ça donne une idée pareille. 17% c'était indéterminé parce que c'était difficile à juger, parce que on s'entend que je jugeais sur des couleurs de peau, là. C'était, bon, tu sais, en entrant dans le livre, après ça, je pourrais plus voir. Puis 18% qui étaient sans indice. Alors moi, je me dis, tabarouette, on a un vrai beau... on a quand même un vrai beau portrait intéressant. Puis moi, j'ai hâte aussi au moment où mon sans indice, là, sera des personnages qui représentent la diversité culturelle et qu'on n'en fait pas de cas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, qu'on cantonne pas un type de personnage dans un type d'histoire. Exactement, tout à fait. Là, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. Hein? Puis là, des fois, mes enseignantes, là, ils vont sortir tous leurs livres d'histoire des Noirs avec des personnages noirs. Pour ça, ces personnages-là ne reviennent jamais dans l'année. Là, tu te dis, OK, petite prise de conscience. Maintenant, est-ce que nos personnages noirs, pour citer cet exemple-là, peuvent être sur toute l'année? Puis est-ce qu'ils peuvent vivre d'autres choses que l'histoire de Rosa Parks? Exactement, exactement. Je pense que on se comprend bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve qu'en jeunesse, en tout cas, il y a quand même ce beau reflet-là. Peut-être que des fois, en adulte, c'est plus long à... Mais il y a je sais pas. Une belle lueur d'espoir. Ouais. Toujours accompagnée de Rachel de Roy-Gringuette, spécialisée en littérature jeunesse, et Félicia Mihaly, autrice et fondatrice des éditions Hashtag. Félicia, vous avez inclus dans votre catalogue le collectif Vilaine Femme. Expliquez-nous d'abord ce que c'est, hein, parce que j'ai lu dessus, et puis pourquoi l'avoir introduit dans votre catalogue? Ça fait partie de notre politique d'apporter au Québec des livres qui sont rarement traduits. On sait que les traductions au Québec, ça se vend pas beaucoup. Je ne sais pas dans la littérature jeunesse, mais dans la littérature adulte, on publie généralement les livres qui ont des prix, les grands auteurs, alors que nous, on cherche les perles rares qui parlent des issues qui nous concernent et la situation des femmes migrantes ou en position de minorité, que ce soit l'âge, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit le poids. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup de discrimination pour les femmes, pas seulement la race ou la langue. Où il y a, on a trouvé une maison d'édition en Écosse qui nous ressemble beaucoup, 404 Inc., qui publie beaucoup des essais écrits par des femmes en situation de minorité. Et pendant la pandémie, on cherchait vraiment, parce que les librairies étaient fermées, puis là, on était comme un peu, qu'est-ce qu'on fait pour donner quelque chose de très intéressant à lire? Et puis, on a trouvé ce livre qui, en anglais, c'était Nasty Women. Et selon la syntagme de Trump, qui l'a lancé à Hillary Clinton, Nasty Women, donc, c'est sur les femmes qui n'acceptent pas de fermer la gueule, de rester à leur place, d'être comme il faut, de toujours chercher l'approbation des hommes, de faire plaisir aux hommes. Donc, c'est les méchantes femmes qui font à leur tête, qui veulent s'affirmer, Donc, et la réception a été très bonne. Je pense que ça a répondu à beaucoup d'attentes. Et je pense que notre choix inconscient, c'était le fait de choisir l'Écosse, qui partage un petit peu la même sensibilité
celle québécoise, donc l'Écosse qui veut se séparer de le grand empire, qui subit quand même cette oppression historique d'être dans une place où ils sont pas bien, ils veulent toujours l'aspiration et de se séparer, tout comme le Québec. Oui. Donc voilà le pourquoi de ce recueil, Vilaine femme. OK. Vous avez parlé parce qu'on parle de la diversité depuis tout à l'heure, mais on parle beaucoup de la diversité culturelle, mais il y a toutes les autres diversités, justement. Lorsqu'on parle, et puis moi, ça me concerne beaucoup au niveau de l'organisation Visée Voix et Canal M, la représentation d'enfants handicapés dans la littérature jeunesse ou même la littérature d'adultes aussi. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, encore une fois, oui. mon petit devoir. Merci, Rachel. Les devoirs ont été bien faits. Non, mais je voulais arriver comme avec des choses un peu fraîches. Oui. Alors, 10% des livres que j'ai analysés, diversité fonctionnelle, mais beaucoup axés sur l'anxiété, tu sais, anxiété, troubles neuro, tout ce qui est autisme. On est beaucoup là-dedans. Quelques livres qui vont avoir des personnages aveugles ou sourds, donc ce type-là aussi, ou avec des prothèses. Par exemple, le personnage porte une prothèse. Mais c'est 10%. Là, sur les 120 que j'ai regardés, c'était ça. Donc, il y a quand même une certaine représentation, mais ça va beaucoup être dans l'invisible, c'est-à-dire l'anxiété, l'autisme, puis l'autre, il me semble qu'il y en avait un autre qui m'échappe. Au niveau physique? Non, mais... trouble de langage. Trouble de langage. Oui, ça en était un autre qui était présent, un autre type de diversité fonctionnelle, je veux dire. Puis je poursuis avec vous, Rachel. Lorsqu'on parle beaucoup de grossophobie, est-ce que dans les livres jeunesse, on retrouve ce thème-là? Ça, c'était pas dans mes devoirs. Mais je peux quand même vous répondre un peu. Pas tant, j'ai l'impression. J'ai l'impression, mais il y a une sélection qui est faite par le YWCA de Québec qui s'appelle la liste Kaléidoscope. Puis cette liste-là traite de différents types de diversité et de mémoire, il y a la diversité corporelle. Donc, eux, ils font une sélection qui n'est pas seulement des œuvres québécoises, ça va être des œuvres de tous horizons, mais qui vont parler de la diversité sous différents angles. OK. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. La diversité dans les livres jeunesse. Je poursuis ma discussion avec Rachel de Roy-Ringuette, spécialisée en littérature jeunesse, et Félicia Mihaly, autrice et fondatrice des éditions Hashtag. Félicia, vous êtes, en tant qu'éditrice, est-ce que vous éditez également en langue roumaine? Vous êtes d'origine de la Roumanie? Non. Okay. Hashtag est une maison québécoise qui fonctionne selon les règles du Québec. On a le certificat d'agrément du ministère de la Culture, on a le financement de la SODEC, du Conseil des arts. Donc, on est une maison d'édition québécoise. On publie la littérature originale produite par les auteurs québécoises. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de fonder une collection Hashtag en Roumanie, avec une coédition avec une très bonne maison d'édition de Bucarest. Et ce qu'on fait, on choisit surtout les romans, parce que la poésie, c'est assez difficile à vendre et à traduire dans une autre langue. Mais les romans qui peuvent trouver un lectorat en Roumanie, on les traduit automatiquement. On a 2-3 titres par année qui sont traduits en roumain avec l'appui de la SODEC. Je tiens à mentionner cet appui parce que la traduction est quelque chose de très dispendieux à traduire, à publier, puis les ventes ne sont pas toujours à la hauteur. Donc, on bénéficie vraiment des programmes de promotion de la littérature québécoise à l'extérieur. Donc, c'est de ce côté-là qu'on fait des œuvres en roumain. Donc, des livres
édité ici, oui. mais traduit. Traduit en roumain. Parfait, c'est clair. C'est moi la traductrice. Ah bon? Oui. Alors, une double charge. Ouais. Vous êtes également professeur de francisation. Puis, est-ce que vous utilisez des livres jeunesse? En fait, j'enseigne au secondaire. Oui. Et donc, c'est un public adolescent qui... Livre jeunesse, c'est un peu jeune ado. Moi, par exemple, chez Hashtag, j'ai publié un livre qui s'appelle « Il y a toujours une raison à tout ». Et l'autrice, Sandrine Sevigny, avait 19 ans lorsqu'elle a écrit ce livre. Okay. Puis, j'ai eu un peu, parce qu'il s'agit de l'histoire d'un jeune, Félix, qui est un garçon, un troublemaker, qui vient d'une famille d'accueil. Donc, j'avais un peu de la misère de classifier ce type de livre lorsque j'ai inscrit mon titre dans la bibliothèque et archives pour obtenir le ISBN, etc. Et alors, donc, je ne pouvais pas... Pour jeunesse, ça veut dire il y a des scènes de sexe, il y a la drogue. C'est trop... Je pourrais pas l'inscrire dans la catégorie jeunesse, okay. Même si les jeunes, ils ont 15-16 ans. Alors, c'est la catégorie jeune adolescent. Je l'ai mis dans la catégorie jeune adolescent parce que c'est comme 17 ans et plus. Oui. Donc, c'est ça. Et mes auteurs, mes élèves, par exemple, c'était des jeunes de 15 à 17 ans. Et c'est ça, pour nous, les enseignants en accueil, c'est très difficile de trouver les bons livres pour attirer leur attention, pour en même temps enseigner une langue qui est accessible parce que ces jeunes, à peine, commencent à lire le français. Alors, quel type de livre leur met entre les mains? Quel type de langue qu'ils peuvent comprendre sans trop chercher à chaque 2 mots dans le dictionnaire? Quel type de sujet? Est-ce qu'ils s'identifient avec ce type d'action, de personnage, d'intrigue? C'est très difficile pour nous de trouver le bon livre. On a l'impression que c'est quelque chose de forcé. Vous lisez ça parce que c'est la littérature classique, parce qu'il faut le lire, mais il ne résonne pas toujours. Donc, c'est tout un travail à faire. Si vous regardez les classes au Québec, c'est tellement multiculturel, mais beaucoup de livres qu'on leur met entre les mains ne correspondent pas ni à leur goût, ni à leur intérêt, et parfois ni au niveau de langue qu'ils peuvent comprendre. Mais de plus en plus, il y a des éditeurs qui sont conscients de ça. Aussi, il y a de plus en plus d'albums jeunesse, parce que souvent, certains vont penser album Martine à la plage, dont on parlait tantôt. Mais de plus en plus, il y a des albums qui vont aller chercher un lectorat adolescent, avec des auteurs, là je pense à des auteurs plus européens, par exemple Thierry Dedieu ou d'autres auteurs comme ça, mais même au Québec, si je pense au recueil de poésie à la Bagnole qui a été, je ne sais pas si ça vous parle, Bagage? Non? Ça a été écrit par des adolescents nouvellement arrivés au Québec. Alors, c'est un projet, puis il y avait je me souviens plus pour ce titre-là si le coach était Simon Boulris ou Kim Thuy, mais un des deux, là, on pourra chercher l'information. Mais donc, c'est des élèves qui sont auteurs puis qui parlent de leur parcours migratoire. Alors ça, c'est un titre qui peut être intéressant. Mais ce que vous dites est totalement vrai, que des fois, c'est difficile de trouver un livre, souvent en anglais, on les appelle les high-low books, c'est-à-dire des livres avec un grand potentiel pour lire et discuter, mais avec une langue très accessible. Mais ça aussi, là, en tout cas, ça fait longtemps que je baigne dans le monde de l'utilisation du livre jeunesse en classe. Là, puis ça aussi, je le sens, le mouvement, qu'il y a de plus en plus d'auteurs et d'éditeurs qui se rendent compte de ça, puis qui vont publier des livres qui vont permettre aux adolescents d'entrer et de discuter, parce que quand on lit, ce qui est important aussi, c'est de discuter du livre. Souvent, ce qu'on va plus retenir, c'est la discussion qu'on va avoir eue autour du thème du personnage. Donc, des livres qui vont être facilement accessibles sur le plan de la langue, mais qui vont avoir une riche portée de réflexion. Souvent, dans les classes d'accueil, par exemple, les enseignants préfèrent une politique plus neutre, moins risquée. Ils vont avec des traductions de l'anglais vers le français. Ce que je trouve, c'est dommage, mais souvent, on fait avec des valeurs sûres. On dit, ce titre est connu, l'auteur est connu, on va avec ça, ça va. C'est sûr que les enfants vont lire avec... parce que leur français n'est pas
aussi bon, mais au moins le sujet, ça va être tellement accrocheur qu'ils vont rester, ils vont pogner dans ce livre. Dans l'histoire. Et souvent, je pense que 70%, même plus, des titres qu'on enseigne, ce sont des traductions, au lieu d'enseigner littérature originale. Oui, oui. En parlant d'auteurs et tout, j'aimerais ça peut-être maintenant parler rapidement de l'appropriation culturelle. Donc, alors, je donne un exemple. Si je suis un auteur blanc québécois de souche, est-ce que je me permets d'écrire de la fiction sur les autochtones, sur les Noirs, par exemple? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Encore une fois, c'est une impression, oui. Mais j'ai l'impression qu'avant, ça se faisait beaucoup. Là, ça se fait beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les auteurs des communautés culturelles, comme je le disais tantôt, prennent la plume ou le clavier. Fait que, il y a ça, le transfert, puis c'est ce que vous disiez tantôt, dans le fond, que faut que l'auteur ou l'autrice ait le désir de créer en français, qui n'est peut-être pas sa langue maternelle. Donc, tu sais, il y a quand même tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Mais je pense que plus le portrait pluriculturel sera francisé, mais plus le désir de s'exprimer en français puis de présenter sa réalité va être là, puis que le blanc québécois de souche va moins le faire. C'est ce qu'on voit aussi dans la littérature autochtone. Hein? C'est de plus en plus les Autochtones eux-mêmes portent leur histoire, écrivent leurs histoires, parfois en traduction, hein, parce que, par exemple, dans les communautés cri, souvent, c'est plutôt l'anglais. Alors, ça va être une traduction, mais... Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça aussi, c'est une question d'évolution de société. Personnellement, je pense que c'est devenu comme un contre-mouvement de ne plus écrire du tout vis-à-vis de ce sujet parce que on l'a fait trop longtemps et de manière trop folklorique. On a vraiment tellement stéréotypé les communautés qu'on en a assez. C'est très bien le fait qu'on va, comment dirais-je... changer? Non, pas ouvrir? Changer. Non. On blâme ce type de littérature qu'on a créé si longtemps. Donc, la voix des Autochtones, c'était la voix des Blancs qui les regardaient. Mais de l'autre côté, refuser, par exemple, un auteur... Moi, j'ai enseigné à Shefferville, communauté Innu. J'ai enseigné à Iqaluit, le français, communauté Inuit. Et j'ai écrit 2 livres. À Shefferville, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Tarot de Shefferville. Et à Iqaluit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Unis d'amour à Iqaluit. Je ne parle pas des Autochtones, je ne parle pas de leur enjeu. Je parle de moi comme enseignante, migrante, qui vit comme une double minorité, si vous voulez. Mon français, c'est pas ma langue maternelle. Je suis québécois, mais je suis pas québécoise de souche. Donc, une double mise en question dans cette communauté. Donc, ça m'a aidé, le contact avec la communauté, à me redéfinir plusieurs fois en même temps. Je parle de moi, de ce que les autres m'ont apporté, et je me suis reflétée dans cette communauté. Est-ce que j'ai pas le droit de parler de ça? Mais ça, c'est intéressant, puis c'est souvent ça qu'on voit actuellement. Plus... la personne qui écrit, qui va expliquer sa découverte de l'autre. Je pense à un titre, là, Sueur froide, là, écrit par Michel Plumeur et Anne-Brigitte Renaud. Elles sont allées au Nunavik. Elles ont vécu le choc culturel, puis elles se sont dit, on va faire vivre le choc culturel qu'on a vécu, on va le faire vivre à nos lecteurs. Fait qu'on n'est plus comme dans ce courant d'appropriation, mais plus dans... C'est comme une autre perspective, Le livre, je l'ai étudié avec mes élèves. C'est vrai? Ah bon? Je connais Anne-Brigitte, une grande amie. Je veux lui dire merci pour ce qu'elle m'a enseigné quand j'ai ouvert #, je lui dois beaucoup. C'est pas vrai? Elle venait dans mon cours quand j'enseignais à Sherbrooke. Bon, bonjour Anne-Brigitte. Bonjour Anne-Brigitte, elle m'a beaucoup aidée. Toujours au micro avec mes invités, Rachel de Roy-Ringuette, spécialisée en littérature jeunesse, et Félicia Mihaly, autrice et fondatrice des éditions #. Alors, c'est très intéressant, puis merci aussi de donner autant, là. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on parle
des prix littéraires. Est-ce que, selon vous, les prix littéraires aideraient à légitimer la diversité dans les livres? S'il y aurait des prix, on va aussi parler peut-être aussi du comité aussi pour la diversité de l'ANEL, mais j'aimerais dans un premier temps, les actions qui pourraient être portées pour une plus grande diversité. Est-ce que les prix, ça pourrait aider? Je veux parler comme membre. J'étais souvent membre membre du jury pour l'octroi des bourses de création. Oui. J'ai été je pense que 5 ou 6 jurys j'ai fait. Puis l'année passée, j'étais sur le jury pour l'octroi des bourses pour les revues littéraires. Et je sais que les conseils des arts, par exemple, ceux qui donnent les prix ou les bourses, font quand même très attention, tout d'abord à la composition du jury. Et il y a même des rubriques qui disent, qui font très attention à ce critère-là. Et je dirais que c'est une bonne chose. Il ne faut pas pousser les choses. Par exemple, dire je vais choisir un titre juste parce que ça fait partie de la minorité. Non, il n'est pas très bon, mais comme il fait partie. Donc, il ne faut pas arriver là. Mais je dirais que oui, les jurys, puis on devrait faire attention à ça parce que longtemps, on a négligé les bons titres juste parce que les auteurs n'étaient pas visibles, n'étaient pas présents sur la scène culturelle. Il y a beaucoup de publications, par exemple, qui se font, mais les livres et les auteurs ou les autrices ne sont pas mis en valeur. Oui. Alors, le livre passe inaperçu. Donc, le rôle d'un prix est tout d'abord de découvrir ces perles rares, ne pas toujours aller avec les têtes de gondole, comme disent les Français. Ça se crée une tradition. Plus on parle, un auteur qui passe par... Tout le monde en parle, c'est sûr que tout le monde entend parler de ça, il est très sensible. Aussi, le fait que les jurys sont de plus en plus multiculturels. C'est plus juste les gens qui viennent de la littérature, mais c'est multidisciplinaire. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Automatiquement, quand le jury, ça fait partie d'une clique, on a toujours des amis, des ennemis. Ça fonctionne. Ça, je l'ai vécu, je sais. Donc, le fait que c'est multidisciplinaire, je pense que ça aide, ça donne plus de chances vraiment à des bons livres. Mais les prix, oui, ça va quand même susciter... Ça aide, oui, à la reconnaissance d'une certaine littérature beaucoup plus diversifiée. Oui, oui. Oui, je vais juste ajouter... J'ai fait une promotion pour l'ACFAS que j'organise. J'ai une collègue de l'UQAM, Hélène Turgeon, qui s'intéresse exactement à cette question lors de notre prochain colloque. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde la représentation de la diversité dans les gagnants de prix littéraires récents. Alors, on aura des réponses en mai. En mai, on aura des réponses. On vous invite prochainement pour avoir les statistiques à jour. Exactement. Puis c'est dans le cadre de l'ACFAS. Oui, l'ACFAS, c'est un grand congrès scientifique. Puis il y a différents colloques. Et puis, avec ma collègue Isabelle Montesino-Gelais, on organise 2 jours sur le livre jeunesse en classe et hors les murs. Quoi, pourquoi, comment, ou quelque chose comme ça, là, c'est ça nos angles. D'accord. Et on a 2 journées pleines avec 16 intervenants qui vont venir parler du livre jeunesse en classe selon différentes perspectives. Et dans le quoi, il y a moi avec mes devoirs. Et il y a aussi là, Hélène Turgeon qui va venir parler de la diversité, mais au regard des prix littéraires. Ah, c'est intéressant. Je fais une petite pub pour moi. On va suivre pour mon ça. colloque. Oui. En octobre 2020, l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, a créé le Comité pour la diversité culturelle qui voudrait faire plus de place à la diversité dans les éditions québécoises. Donc, Félicia, vous êtes éditrice. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que c'est une bonne initiative. Moi, je n'en fais pas partie de ce comité. Mais je pense qu'à tous les niveaux, dans tous les organismes, dans tous les mouvements, il faut parler de manière consciente de la diversité. Parce qu'on a l'impression que tout vient de soi, tout s'impose, il suffit de publier un livre, un auteur. Non, ça ne vient pas de ça. On a besoin d'une politique officielle de promotion de la diversité. Oui. Et ce comité, c'est une bonne chose. Je n'en fais pas partie, mais c'est parce que moi, je ne me suis pas portée volontaire. Oui. Donc, l'ANEL a fait l'appel
à des offres, donc qui veut participer? Moi, parce que j'enseigne, parce que j'ai 4 petits-enfants, parce que j'écris, parce que j'ai une collection. Donc, j'ai plein de choses et je ne me suis pas engagée à ça. Mais c'est une bonne chose. Rodney Saint-Éloi fait partie, donc il fait un bon travail. À partir de la mémoire d'Encrier, on sait très bien le travail, la contribution qu'il a fait avec Mémoire d'Encrier à la promotion de la diversité. À partir d'une petite, je me rappelle en 2002, on était au Salon du Livre, puis Rodney est venu me disait, tu sais, j'ai fondé une petite maison d'édition. Oh my God, depuis 20 ans, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Oui, non, vraiment. C'est ça, c'est le chemin parcouru qui est quand même intéressant. Oui, 20 ans, c'est long, mais c'est pas si long que ça. C'est vrai, hein, tu sais, ça dépend toujours quelle perspective on prend, comme... En tout cas, moi, entre les 2 études, là, 5 ans, c'est rien, là. Fait qu'il y a quand même un bouillonnement qui est intéressant, puis ça spinne vite, comme on dit. Mais en tout cas, par exemple, lui, quand il a fondé Mémoire d'Encrier, c'était spécifiquement pour la littérature haïtienne. Oui, les auteurs qui c'était difficile pour eux de trouver un preneur pour leur œuvre. Oui. Mais très vite... Il s'est ouvert vers la littérature québécoise et c'était les plus beaux titres autochtones, les grandes découvertes. C'est Rodney qui les a fait. Il a lancé tout ce mouvement de littérature autochtone. C'est à Rodney qu'on doit ça beaucoup. Oui. Non, c'est une belle maison d'édition. Vous avez parlé de politique, en effet, une politique officielle. Rachel, est-ce que selon vous, comme le ministère de l'Éducation devrait faire une politique officielle dans les écoles pour qu'on puisse d'office... Moi, je suis pas trop la fille à sanction, là, puis à politique, mais je pense que déjà des prises de conscience comme l'ANEL, des prises de conscience citoyennes, des sélections comme le Kaléidoscope dont je parlais tantôt, tout ça mis ensemble, puis moi, dans mon travail de prof aux futurs enseignants et mes collègues, si on le fait, si on ouvre les médiateurs du livre à ça, ça va se faire quand même. Ça se fera pas tout seul, je suis d'accord, ça peut pas se faire tout seul, mais quand on prend le nombre d'initiatives puis qu'on en parle, comme on est en train de faire aujourd'hui, ben, je pense que ça fait partie du mouvement qui s'enclenche. Après ça, c'est ça. Moi, c'est très personnel, mais je suis vraiment pas la fille à sanction, puis à politique, puis à obligation. Mais c'est ça. Je trouve que le mouvement qu'on voit actuellement contribue à ce qu'on en parle et à ce que nos futurs lecteurs, nos lecteurs actuels, enfants, là, citoyens, ben, sont sensibilisés tôt, comme on le mentionnait en début d'émission. Beaucoup de ce changement, en fait, c'est une politique officielle. Ça a commencé comme une politique officielle. Ça vient pas de bas vers le haut, ça vient de haut vers le bas, souvent. Le fait que les programmes de subvention quand même favorisent les institutions qui donnent une priorité, ça encourage les gens parce qu'on sait qu'on ne vend pas les minorités, mais avec l'argent que l'État investit pour promouvoir les minorités, ça encourage les maisons d'édition, les festivals à faire de la place et on enchaîne. C'est comme ça qu'on crée un lectorat, puis ça s'amplifie. C'est comme un tout peut-être, hein? C'est les deux, je pense. Mais le lecteur n'est pas sensible à quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Et il faut créer ce marché et ça demande de l'argent. La culture, c'est cher. Un livre coûte entre 7 et 8 000 à être produit. Puis si un éditeur, s'il n'a pas cet argent, ben il va laisser de côté. Et les queers, et les trans, et les situations, les handicaps, les femmes, on les laisse de côté parce que ça coûte cher pour les publier. Personne ne les achète. Alors, l'État doit nous aider à faire la promotion. Mais oui, c'est ça, mais je pense qu'on était plus dans une politique, en tout cas, où j'avais mal compris la question, tu sais, du ministère. C'est ça, exactement. Ça, plus ça dans... qui oblige à acheter tel type de livre. Je pense que j'ai travaillé au ministère de l'Éducation, puis ils n'ont jamais été bien là-dedans, dire quoi acheter dans les classes. Puis je suis pas sûre que l'enseignant aimerait ça non plus, se faire dire, tu vas lire ça absolument. Mais... Non, c'est plus dans la production. Quel type de littérature on produit avec... En amont, dans la production. Ça, je suis d'accord. Bien sûr, soutenir la production, c'est certain. Merci.
Félicia, si je vous demandais maintenant pour votre maison d'édition, on est en 2023, qu'est-ce que vous voulez vous auriez aimé ajouter plus dans cette maison d'édition? Est-ce que vous avez des projets? Je voulais pouvoir résister, survivre à la concurrence parce que on publie beaucoup au Québec, mais tant mieux. Mais donc nous on publie 8 titres par année. J'aimerais faire plus et nous garder quand même dans la même ligne éditoriale. Si vous regardez notre catalogue, on est les Nations Unies, on publie beaucoup de Québécois, mais des néo-Québécois qui viennent d'ailleurs, le Taïwan, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Écosse, la Perse. Donc, on a un catalogue qui ressemble à personne d'autre, une autre maison d'édition, et on voulait avoir le pouvoir de continuer. C'est pas évident de continuer une telle entreprise. Les ventes ne sont pas à la hauteur de l'investissement, mais on a fait le pari de continuer à publier, puis on l'espère. Oui. Puis vous, Rachel, au niveau de la littérature jeunesse, qu'est-ce que vous auriez aimé voir de plus? Qu'est-ce que j'aimerais C'était dans vos devoirs? Qu'est-ce que j'aimerais voir de plus? Ben, j'avoue que ce qu'on mentionnait tantôt, tu sais, des livres avec une grande portée réflexive, mais qui peut être accessible à tous. Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, c'est un peu là je rebondis sur ce qu'on a discuté précédemment. Il y en a des livres actuellement là qui ont des grandes portées réflexives, mais peut-être que c'est pas nécessairement accessible à tous sur le plan de la langue, pour que tout le monde puisse, encore une fois, se reconnaître, connaître l'autre, puis en discuter, parce que j'insiste sur, oui, l'acte de lire, c'est un acte personnel, mais la discussion qu'on a autour du livre, puis probablement là que vous le voyez là en classe, quand les élèves vont discuter du personnage, de l'action, de ce qu'ils ont ressenti, ben c'est là où l'acte de lire devient réel, je trouve. Alors, si on a des bons livres pour le faire, puis pour susciter des réflexions, ben ça en est un souhait. Il y en a déjà là qui existent, mais qu'on en ait encore plus entre les mains. Puis, qu'est-ce que vous pensez des salons du livre? Est-ce que les salons du livre, ils ont des objectifs au niveau de la représentation, mais si je prends au niveau jeunesse ou au niveau de la... Est-ce que vous avez... Il y a un travail à faire. Ça veut dire les salons, les festivals, ils font de l'inclusion, mais c'est la séparation dans l'inclusion. Tu as des tables rondes des auteurs québécois, des tables rondes des auteurs migrants. Pourquoi pas ensemble? C'est ça l'inclusion. On ne nous séparait pas dans les événements, c'est comme une espèce rare. Mettez-nous ensemble avec nos collègues. Bien, le Salon du livre, en tout cas, si je pense au public jeunesse qui les fréquente, il y en a des fois que c'est la première fois qu'ils sont en contact avec, pas la première fois qu'ils sont en contact avec des livres parce qu'il y en a en classe, mais qui vont être en contact avec des auteurs. En même temps, il y a un programme financé par le ministère de la Culture où est-ce qu'on invite des auteurs à l'école, mais quand même, les Salons du livre, mettons, si je pense au public jeunesse, ça leur permet de fréquenter un lieu culturel qui ne fréquentent pas nécessairement en famille, c'est ça aussi, là, mais c'est sûr que là, on a des visions peut-être complémentaires sur le sujet des salons du livre, mais... Donc, toujours d'actualité d'avoir les salons du livre, puis la journée des enfants, etc., pour promouvoir un peu les lectures et la diversité aussi, et puis la diversité dans tout son ensemble. Exact, parce que là, parce qu'on n'a plus de temps, là, mais on n'a pas parlé non plus de la diversité du type de livre. Est-ce que je lis de la poésie? Est-ce que je lis du documentaire? Est-ce que je lis de la bande dessinée? Ça sera un autre sujet. Ah, tout à fait. Bon, alors là, c'est un défi, Rachel, que vous me lancez. Donc, je rappelle que mes invités sont Rachel de Roy-Ringuette, spécialisée en littérature jeunesse, et Félicia Mihaly, autrice et fondatrice des éditions #. Donc, vraiment, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Puis ça a été vraiment un plaisir. C'était vraiment comme si on était
autour d'une table à boire du café, mais on était devant nos micros. Plaisir partagé. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici, Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.